Bonjour, mon nom est Gino Brousseau, j'ai 48 ans et j'ai participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 en volley-ball. Bonjour, je me présente Pascal Clément. Avec vous aujourd'hui, nous allons essayer d'en connaître un peu plus sur un très grand volleyeur, Gino Brousseau. Pour moi, il n'y a aucun doute, il a été le meilleur volleyeur au Québec et probablement un des meilleurs au Canada. J'en entends déjà me dire, je ne suis pas objectif, Gino c'est un de mes meilleurs amis, c'est également mon adjoint ici à l'Université Laval. Ceux qui ont peut-être 40 ans, vous avez peut-être eu la chance de le voir évoluer, que ce soit lors de la conquête du championnat canadien universitaire avec le Rouge et Or en 90 ou encore lors de sa participation aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Gino a remporté des championnats un peu partout à travers la planète, en Europe, au Japon. Gino a été nommé comme un des meilleurs joueurs au Canada dans à peu près toutes les catégories, que ce soit juvénile, junior, collégial, universitaire. Gino a joué à toutes les positions. Et c'est très rare. Passeur, joueur de centre, attaquant réceptionneur, il a même terminé comme joueur libéraux. Gino est comme plusieurs Olympiens, c'est un joueur et c'est un athlète d'exception. C'est un batailleur, c'est un gagnant. Bref, c'est un grand volleyeur qui a connu une carrière impressionnante. Gino, on est maintenant dans ton quartier, finalement, là, le quartier de ta jeunesse. Maintenant, ça s'appelle quartier Saint-Sauveur. Je ne sais pas comment ça s'appelait dans le temps. À l'époque, ça s'appelait le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Tu étais divisé par plusieurs secteurs. Ouais. Nous, on avait Notre-Dame-de-Grâce, il y avait Saint-Joseph, il y avait Saint-Sauveur, il y avait Saint-Roch. Puis là, maintenant, ils ont tout regroupé ça, ils appellent ça Saint-Sauveur. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici, là, vraiment. Et toi, c'était ta rue, là? Oui, ici, là, c'était vraiment, là, c'est vraiment où on a vécu notre jeunesse, là. Moi, c'était ici. Okay. J'habitais, on habitait au 3e, on avait le 3e puis le 4e étage. Ouais. Puis c'était génial, la guerre, c'était... Tu as habité combien de temps ici? Ah, j'ai habité, je te dirais, de ma naissance, aller au moins jusqu'en 6e année. Où est-ce que j'ai habité ici. Ouais. Fait que tout ton primaire. Là. Tout mon primaire, je l'ai... Ça, c'était chez tes parents, c'est ça? Chez mes grands-parents. Chez tes grands-parents? Oui, parce que j'habitais chez mes grands-parents. Je me rappelle, quand tu viens ici, tu as des flashbacks. On se promenait en vélo, puis on allait vite. Mais tu sais, la vie de quartier, là, c'est pas comme quand tu habites dans un quartier où maintenant j'habite. Le plus riche, tu as des maisons unifamiliales. Là, on se promenait en vélo. Là, d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui ouvrait la porte. Bang! Tu te ramassais avec sur le dos, parce qu'il déchaussait, là. On en a fait des C'était un niaiseries, quartier, ça brassait un petit peu. Oui, puis tu sais, si on peut regarder la configuration là, des blocs appartements, là, nous autres, là, on se retrouvait sur les toits, puis là, on faisait tout le coin sur le toit des maisons. On faisait notre Spider-Man dans ce temps-là. On faisait notre Spider-Man, puis on était jeunes, on n'avait pas de rien. Mais en termes d'activité, là, je veux dire, est-ce que tu faisais déjà du sport ou c'était pas encore déjà... On touchait à tout. Ouais. On touchait à tout, puis tu sais, ici, surtout l'hiver, on avait il y avait des gros bancs de neige, ça déneigeait pas beaucoup, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait à l'époque, il neigeait plus que ce qu'il y a présentement. Fait qu'on jouait au football américain dans la rue. Moi, j'irais faire un petit tour. J'aimerais ça qu'on aille voir l'ancien chalet Saint-Sauveur. Ah oui, ça, c'est la traditionnelle. Ça, c'était le restaurant. Là, bon, ben, on va y aller, on va prendre la voiture et on va y aller. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y avait un petit casse-croûte, puis à l'époque, tu
pouvais prendre pour sortir. Tu avais juste un petit stand, puis la poutine a commencé dans ce temps-là. Puis là, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ce restaurant-là, il en mettait plus que le client demandait. T'sais. La première année, quand je suis venu avec l'équipe pro ici de Fréjus, on était... je les avais emmenés ici. Fait que, ça a traversé l'Atlantique. La réputation du Chalet Saint-Sauveur a traversé l'Atlantique. C'est quand même... c'est pas petit, là. C'est pas l'image que j'avais du casse-croûte quand même. Au départ, là, c'était beaucoup plus petit. Là. À un moment donné, là, ça a fait un boom. Puis le gars, il a investi, puis c'est devenu populaire. Puis je pense que de bouche à oreille, là, ça s'est jasé, puis c'est devenu très, très, très populaire. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi, ça a fermé, ça a changé de propriétaire, ça a changé de vocation, mais ça en avait pour ton argent à ce temps-là. Bon, on continue? On continue. On continue. On pourrait aller vers le Patro, l'ancien et le défunt Patro Saint-Vincent-de-Paul. Le défunt Patro, oui, parce que là, il a été... C'est ça, il a été démoli, hein? Il n'a pas été... ce qui est malheureux. Mais le Patro, effectivement, c'est une place qui a été... je pense que c'est un peu l'élément déclencheur de ma carrière de joueur de volley-ball. Ce Patro, c'est vocation... c'est une vocation vraiment d'aider les jeunes à ne pas rester dans les rues et faire des mauvais coups. Tu sais. Oui, bien, mon Gino, il ne reste plus grand-chose du Patro. Tabarnouche. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est dur à croire que dans ce trou-là, il y avait un gymnase. Il y avait 2 gymnases, il y avait plein d'étages. C'était fait haut, mais tu sais qu'il y avait une grande salle où on se réunissait, une salle commune, puis il y avait une patinoire, il y avait un terrain. L'hiver, on mettait ça en patinoire de hockey. Puis, sur la butte ici, là, il y avait l'église. Oui, il y avait l'église, c'est ça. L'église Saint-Vincent dans ce temps-là. Exactement. Il y avait l'église à la butte. Puis tout ça ici, c'était un peu notre fief où ce qu'on était, là, où ce qu'on venait les week-ends puis les soirs de semaine, des fois. C'est le point tournant un peu de ma jeunesse puis de ma carrière qui m'a amené vers le volley professionnel. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas eu ce centre-là, qui était un point de chute pour tous les jeunes de la rue, justement, un petit peu de ton quartier, puis l'école qui s'enchaînait à ça. Il y avait l'école Perrault, tu disais tantôt, qui n'est pas loin. Il y en avait plusieurs qui venaient de cette école-là aussi. Oui, bien c'est ça vient du quartier de où j'étais, un peu la Basse-Ville à Haute-Ville. C'est un mélange des deux. Tu sais, c'est un... Est-ce que tu aurais continué le volleyball sans ça? Je sais pas. Je sais pas. Je vais te dire, c'est juste... Ce que je sais, c'est que je l'ai appris ici. C'est ici que j'ai appris le volleyball. C'est ici que qu'on m'a donné le goût de faire du sport aussi. Parce qu'avant de jouer au volley, je jouais au basket. Mais comme j'expliquais, on touchait tellement à plein de sports. On avait une cédule, là, mettons, on arrivait le vendredi. Vendredi soir, c'était le hockey Cosum. Le samedi, c'était du basket. Le dimanche, ça pouvait être du badminton, du hockey à l'extérieur l'hiver. Tu sais, on y était loadé d'activités. Fait que là, on touchait à tout, comparativement à aujourd'hui, où ce que les jeunes, ce que je trouve un peu déplorable, c'est que, tu sais, les jeunes, ils font que du hockey, ils s'investissent dans une seule discipline. Oui, ils s'investissent dans une discipline au lieu de toucher un peu à tout. Je pense qu'à travers ça, on a développé des... Ça a marché, en tout cas. Bien, ça a marché pour moi. Ça a marché pour plusieurs. Ah, pour plusieurs, parce qu'il y a bien des gens là, aujourd'hui là, que moi, ils ont continué à jouer au volleyball avec moi, qui ont fait des belles carrières. Puis il y en a d'autres qui ont fait autre chose, là, pas juste dans le sport. Ouais. D'ailleurs, parlant de carrière, là, si ça tente, j'aimerais ça qu'on fasse un autre petit bout. Ouais. Puis on se dirigerait vers... Là, ici, on n'a plus de construction, mais on va aller dans une nouvelle construction qui est le Super Pep, avec l'amphithéâtre. Oui, notre nouvelle... Parler de ta carrière professionnelle. Oui, notre nouvelle bâtisse. Ouais. C'est où ce que là, maintenant, c'est à notre tour de partager nos valeurs, de redonner aux jeunes, puis d'essayer de les rendre meilleurs, pas juste dans le sport, mais dans leur vie en général. Ouais.
On y va? Oui. Ouais. Es-tu capable d'en mettre 3 dans le panier? C'est en gougoune. Ah! Super, bravo. Tu n'as pas trop perdu, mon Gino. Excellent. Wouh! Toi, là, le début de ta carrière professionnelle, est-ce que ça n'a pas commencé un peu avec la conquête du premier championnat canadien universitaire en 90? Et c'est-tu là que ça a vraiment commencé pour toi? Oui, on peut dire ça. Ça faisait déjà 4 ans que j'ai été à l'université. J'ai entamé ma 4e année en 89-90. Puis on a remporté le titre. À la fin, j'avais une décision à prendre. C'était soit que je revenais à l'université pour une 5e année, soit que j'allais rejoindre l'équipe canadienne à Calgary, qui était à l'époque un centre à temps plein. J'avais ces 2 options-là, puis pour dire franchement, à l'université, j'avais fait un peu la boucle. Au niveau de mon sport, j'avais besoin de passer à une autre étape si je voulais continuer. Puis entre-temps, j'ai eu une offre d'un de mes amis, un de mes mentors, qui On peut le nommer, qui s'appelle... qui a Paul Gratton, puis il y a Glenn Hogue aussi, les deux. Qui ont été 2 très grands joueurs aussi. 2 très, très grands joueurs sur l'équipe canadienne. Fait que là, ils t'ont invité à les rejoindre à Fréjus, Ouais. dans le sud de la France. Exactement. Il y en a un des deux. Les deux jouaient dans le même club. Puis il y en a un des deux qui s'en allait jouer pour une autre équipe. Il y avait une place disponible. Puis ils m'ont appelé pour me demander si j'étais intéressé. Fait que j'ai fait le choix d'aller jouer professionnel au lieu d'aller rejoindre l'équipe canadienne. Et une combinaison conclue par Gino Brousseau. Comment ça s'est passé ta première année comme joueur pro? Tu sais, le saut de joueur universitaire à joueur rémunéré, salarié, professionnel dans une des grandes ligues en Europe? Au début, c'était un peu impressionnant parce que quand tu arrives, tu as toute clé en main. Hein? On te donne une clé d'un appartement qui est sur le bord. À l'époque, à Fréjus pour. C'était pas triste comme Non, endroit. non, c'est sur la côte d'Azur, c'est sur le bord de mer. Fait on me donne un appartement sur le bord de mer. On me donne une voiture qui est une BMW. T'sais. Fait que là, on tombe dans une autre coche. Puis moi, je fais tout le temps le parallèle avec la Ligue nationale de hockey en disant c'est comme si je me ramassais avec les Kings de Los Angeles. Là. Je me ramassais une équipe championne avec les meilleurs vétérans, ça veut dire les meilleurs joueurs français de leur génération. Puis après, j'ai comme l'impression que tout a été très vite par la suite. Hein? Le Canada a intégré la Ligue mondiale, la préparation pour les Jeux olympiques. Puis là, vous vous êtes classé pour les Jeux olympiques de Barcelone. Tout à fait. Moi, je jouais en Europe, puis à un moment donné, j'ai eu un appel de l'équipe canadienne pour me dire si je voulais réintégrer l'équipe. Puis la condition était très simple pour moi. C'était je vais y aller, je veux représenter mon pays, j'ai pas de problème avec ça, mais dès que la saison reprend en Europe, je repars en Europe. Puissance, c'était Gino. Balle toujours en mouvement du côté du Canada. Gino tente l'amorti. Le bloc, beau contre américain. Comment ça s'est passé le tournoi? Bien, au début, premièrement, quand tu arrives aux Olympiques, tu es comme sur un nuage parce que tu rentres dans un environnement qui est surnaturel. C'est surnaturel. Tu rentres dans le village olympique, tout est gratuit, tout est plus gros que nature. C'est comme un gros Walt Disney, mais pour les athlètes. Moi, j'appelle ça de même. Oh, oui. L'envol, la puissance était là. Et c'est Gino maintenant. Le corps américain, oui. Et hop! Vous avez perdu plusieurs matchs en 5-7, je pense. Oui, on a perdu 3 matchs en 5. 3 matchs en 5-7 contre les Américains. Contre les Américains, contre les Japonais, contre les Espagnols. On a fait 3-1 contre les Italiens. On avait vraiment une bonne équipe. Là. Je pense si on avait gagné un match sur les 3 qu'on a perdu 3-2 ou même 2 matchs, ça aurait changé complètement la dynamique. On aurait pu se faufiler parce que je pense qu'on avait l'équipe pour avoir de bons résultats. Puis preuve, encore aujourd'hui, on regarde le noyau de joueurs qui était dans cette équipe-là. On a fait quand même tous une belle carrière professionnelle par la suite. Ouais. Et d'ailleurs, le Canada, malheureusement, c'est jamais requalifié depuis les Olympiques de 92. Tout à fait. Ouais. Après les Olympiques, tu es parti pour la grande aventure au Japon. Oui, pas tout de suite, mais après. Mais disons que c'est là que je me suis
je me suis fait connaître. Puis c'est ça l'avantage de jouer aussi. Quand tu joues professionnel, puis tu joues en équipe nationale, c'est pour ça que les athlètes aujourd'hui font les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis tu t'es ramassé où au Japon? Je me suis ramassé à Osaka. Ça a bien été, je veux dire. La première année, vous avez même remporté, je pense, le championnat de la Ligue japonaise, qui était une ligue quand même très performante à cette époque. C'était une ligue très performante. On avait droit à 2 étrangers seulement par équipe. Okay. La première année, on a remporté le doublé. Le doublé, c'est le championnat plus la Coupe du Japon. Au jour le jour, parce que bon, tu étais un étranger au Japon, on parle quand même des années 90, il y avait seulement 2 étrangers dans l'équipe. Oui, l'autre était Sam Wilson, qui est un joueur américain. Comment ça se passait, là? Il y avait toujours quelqu'un qui te suivait? On avait une interprète qui, elle, était là constamment en entraînement, des résidences, jusqu'à temps qu'on aille se coucher, puis le lendemain, elle était toujours là. Elle nous suivait en compétition, elle était sur le banc, dans les temps morts, elle était dans les temps morts, elle était tout le temps en train de communiquer avec nous. Mais je te dirais qu'à un moment donné, oui, c'est important, mais après un certain temps, tu n'en as plus besoin de l'interprète parce que tu sais ce que tu as à faire. C'est juste d'apprendre le langage le de ton langage sport un peu, là, puis pour le tu fonctionnement. communiques un petit peu avec les joueurs qui parlent un petit peu anglais, puis après, ça y va, là. Un joueur de volleyball dans les années 90, il peut bien vivre de son sport s'il s'expatrie, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de ligue professionnelle en Amérique, là. Moi, quand je suis parti dans les années 90, je disais, les salaires étaient très, très bons. Ils étaient même excellents. Puis, bon, plus que tu performais, bien, plus que ton salaire augmentait. Mais aussi, tu sais, moi, j'ai toujours eu la chance de jouer dans des clubs qui étaient tout le temps au moins dans les 3 premiers, à chaque fois. Fait que ça, c'est intéressant parce que les meilleurs clubs ont plus d'argent. Plus de spectateurs. Plus de spectateurs, plus d'argent, puis plus d'ambition. Tu fais des Coupes d'Europe, tu fais des... Tu sais, après ça, tu développes ton identité aussi comme joueur. Tu sais, tu es étiqueté comme joueur. Mettons, tu es un bon leader, tu es un bon... Tu sais, il y a différents styles de joueurs, puis il y a des équipes qui vont chercher des joueurs plus spécifiques. Moi, j'ai été chanceux, je me suis démarqué. Puis à un moment donné, bien, il y a eu une cassure qui s'est faite, tu as eu des problèmes d'épaule à ta 3e année. Puis ça s'est pas passé comme tu l'aurais voulu. Là. Bien, j'ai commencé à être blessé à ma 2e année. OK. Puis, au lieu de prendre du repos, puis de me consacrer à ma réhabilitation, tout ça, je suis allé sur l'équipe nationale, je suis allé sur l'équipe canadienne. Puis j'aurais dû prendre une pause, puis je ne l'ai pas prise, pause-là. Donc, puis ça me rattrape, puis j'ai aggravé ma blessure. Puis là, je suis arrivé au mois de septembre, j'avais de la difficulté à lever l'épaule, je suis obligé de me faire opérer. Puis je suis allé faire la préparation, tout ça, mais... C'était trop vite. Ah, c'était trop vite. J'ai joué la moitié de la saison, mais j'étais à 50 là. J'étais pas capable. Eux voulaient me garder quand même pour que je termine l'année, afin que j'aide les plus jeunes, puis que pour mon leadership, tout ça. Mais moi, je vivais des frustrations incroyables de ne pas être capable de livrer la marchandise. Fait qu'une journée, je suis allé voir le président de l'équipe, puis là, j'ai dit, on arrête ça là parce que moi, je suis plus capable. Je ne veux pas prendre l'argent que vous me donnez à rien faire. J'aimerais ça que tu nous parles de ton style de jeu. Bon, j'ai jamais cherché à avoir un style en particulier. C'est un style je pense que j'ai développé au fil du temps. Est-ce que ça vient de mon éducation, de mon milieu de vie? J'ai aucune espèce d'idée. Je sais que pour moi, le volleyball, c'est une passion. Puis je vis à 100 000 à l'heure là-dedans. Tu sais, ça a été au détriment, ma carrière a été au détriment de bien des choses autour de moi, tu sais. Fait que moi, quand je rentrais sur un terrain de volleyball, il y avait autre chose, il n'y avait pas autre chose que de gagner puis d'être le meilleur. Tu sais, il y a un instinct à travers ça qui fait que, tu sais, on dit toujours, nous autres, l'instinct du tueur, là, mais tu sais, il y a un instinct de ne pas te laisser dominer par l'adversaire, tu sais, que c'est toi qu'il faut qu'il attaque, tu sais. Ouais. Le haut niveau, c'est ça. C'est toi ou c'est l'autre. Puis en général, ben moi, j'aime mieux que ça soit moi que ça soit l'autre. J'aimerais ça qu'on aille au bureau ensemble, Okay. puis qu'on continue un petit peu cette discussion-là, mais qu'on parle un petit peu maintenant peut-être de ta passion, mais d'un autre point de vue. D'un autre point de vue. Ouais. Il n'y a pas de problème.
toute bonne chose a une fin. Tu as pris ta retraite il y a quoi maintenant? Une dizaine d'années, même pas, 12 je sais pas. ans. Une douzaine d'années. Ouais, 12 ans. Puis comment ça s'est passé? On parle souvent de l'après-carrière des joueurs qui sont à 100 000 à l'heure, puis tout d'un coup, ils arrêtent. Bien, je pense que le point de départ, c'est quand tu décides d'arrêter de jouer. Moi, j'étais durant ma saison, puis à un moment donné, vers le mois de décembre, là, j'avais commencé à en parler un petit peu, mais au mois de décembre, j'ai vraiment pris ma décision de dire, bon, j'arrête. J'avais encore le goût de jouer, mais c'était le matin, me lever, embarquer dans la voiture, s'en aller faire la musculation ou s'en aller s'entraîner. Là, ça commençait à être pénible un petit peu. Est-ce que physiquement aussi, tu Physiquement, commences à c'est étudier ça, un petit peu? Là, oui. tu bobo, commençais à là? étudier, mal dans le dos, mal dans le cou, mal à l'épaule, même si l'épaule allait quand même bien. Il y avait un poste vacant ici parce qu'il voulait partir un programme d'encadrement académique avec l'équipe de football, Rouge et Or. Parce que ça, c'était le bébé à Glenn Constantin qui voulait partir un programme d'encadrement académique pour ses athlètes, pour être certain de les garder pendant 5 ans. Fait que ton premier job, c'est le football qui te l'a donné. C'est le football, puis ça s'est passé bizarrement parce qu'au départ, ça devait être quelqu'un d'autre qui devait le faire, le projet. Okay. La tâche, c'était d'encadrer, c'est d'aider les athlètes qui avaient de la difficulté à l'école, de mieux les encadrer. Parce qu'on part du principe que les athlètes, il y a beaucoup de jeunes qui, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste parce qu'ils sont mal structurés. Ton expérience de joueur professionnel, là, en quoi elle t'aide concrètement dans ton intervention au quotidien, que ce soit avec mes joueurs de volleyball ou même dans l'encadrement pédagogique? Bien, tu sais, j'ai vécu tellement les différentes situations, tu sais, au niveau, que ce soit au niveau, j'ai vécu tous les niveaux. J'ai connu toutes sortes de compétitions, j'ai connu le succès, j'ai connu l'échec aussi, j'ai connu tout. Tu sais, j'ai pas la science infuse, mais le fait d'avoir un certain background vécu de plein de situations m'a aidé beaucoup, tu sais, à travers mon travail, tu sais. Par rapport au volleyball, bien, moi, je me dis, bien, si je peux partager certaines choses que moi, j'ai vécues avec mes athlètes, bien, tant mieux. Fait que je suis capable de mieux les comprendre, tu vois. Les comprendre en situation d'entraînement, les comprendre en situation de match. Je viens d'un milieu qui est quand même assez modeste. J'ai vécu mes difficultés à l'école. Fait que je suis capable de comprendre un jeune qui a plus de difficultés, tu sais, par rapport à ses cours, par rapport à comment il vit, comment ça peut être frustrant de ne pas réussir à l'école. Même affaire dans ton sport, tu sais. Ouais! Plus haut, tu vois? Même affaire, c'est trop vite! Un autre projet qui t'anime beaucoup depuis maintenant 4 ans, c'est le camp de volleyball. Oui, c'est un projet qui fait partie de ma tâche de coach. On a décidé de partir un camp de volleyball pour les jeunes. Parfait! Good job! On va faire notre 5e année, puis à chaque année, c'est un succès. La première année, on a commencé, je pense, à 115, 120 personnes. Là, on est rendu à 150, puis on en refuse. Puis là, les dates, ça se remplit même avant de plus en plus rapidement. Ça se remplit rapidement. Ton objectif là-dedans? L'objectif, là, c'est de... Il y a plusieurs objectifs. Je dirais, le premier objectif, là, c'est de faire jouer des jeunes. C'est des jeunes qui veulent jouer au volleyball, puis nous autres, on est là pour leur donner un petit bagage. C'est un petit plus. Ça fera pas toutes des vedettes, on s'entend. Peut-être que sur le lot, sur 150 jeunes à chaque année, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont jouer pour le Rouge et Or. On ne le sait pas. Mais c'est des jeunes qui vont jouer puis qui vont propager la bonne nouvelle. Moi, j'appelle ça comme ça, propager la bonne nouvelle, dans le sens que ça propage notre sport. 1, 2! Rouge et Or! Good job, les mondes! Le coaching avec le Rouge et Or, le coaching de haut niveau, est-ce que tu te vois comme entraîneur-chef peut-être à ma place dans quelques années? Bien, sûrement. Je pense que j'ai la passion, j'ai une passion pour le volleyball, puis je pense que ça va être à l'infini jusqu'à temps que je meure, probablement. Merci, Gino. Oui, ça fait plaisir.